Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur la thématique l'économie post-Covid avec le European American Press Club, avec Patrick Artus. Je m'appelle Catherine Pruitt, je suis la secrétaire générale de l'European American Press Club et la directrice de l'European American Chamber of Commerce ici à Paris. Je vais passer la parole aux membres de notre board de l'European American Press Club. Aujourd'hui, les membres du board de European American Press Club présents avec nous ce matin sont Gregory Viscusi, journaliste politique et économique, et Philip Turle, éditorialiste en politique internationale de France 24. Et maintenant, je vais passer la parole à Gregory qui va introduire notre intervenant. Merci, Gregory. Et bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors Patrick, votre carrière est marquée par une riche expérience et des allers-retours entre les sphères politiques, académiques et privées. Vous êtes né à Lille, diplômé à Sciences Po et une filiale de Polytechnique. Vous avez commencé votre carrière en 1975 chez INSEE, c'est l'Institut statistique de la France, avant en 80 de rejoindre l'OECD pour les anglophones présents aujourd'hui. Après un passage comme enseignant chez Polytechnique et Paris-Dauphine, vous êtes arrivé aux Banques de France, où vous étiez conseiller au bureau des études, puis c'était Caisse des dépôts et consignations, avant d'arriver enfin en 98 à Natixis, d'abord comme directeur de recherche et puis chef économiste. Vous continuez à enseigner, surtout à Paris School of Economics et la Sorbonne, et vous êtes membre du conseil administratif de Total. Vous écrivez beaucoup, des tribunes et des journaux et des livres, beaucoup trop pour cataloguer ici, mais le plus récent, c'est l'économie post-Covid, les 8 ruptures qui nous feront sortir de la crise chez Éditions Farrar et coécrit avec Olivier Pastret. Ce qui m'intrigue, c'est qu'en 2009, vous avez écrit un autre livre, aussi avec Olivier Pastret, sur la sortie de la dernière crise. Même si c'est 2009, c'était un peu tôt, car la crise des subprimes était suivie par celle de l'euro. Alors ça m'emmène à une question, je pense que tout le monde pose. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une sortie de crise ou est-ce qu'on doit attendre encore à des journées sombres? Donc c'est à vous, Patrick. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, j'y vais tout de suite. Merci de l'invitation d'abord et de l'introduction. Je vais prendre juste une dizaine de minutes pour peut-être poser un certain nombre de points et de questions et ensuite nous pratiquerons plus par Q&A qui est sans doute plus productif. Ce que je voulais dire est la chose suivante. Pour sortir de cette crise, il faut sortir de la crise sanitaire. Et donc, il faut accepter que nous avons peu de visibilité sur cela. Il va falloir avoir des immunités collectives dans tous les pays. Donc, en gros, il va falloir que 50% des populations soient protégées. Et ceci ne sera pas atteint au mieux avant l'été de cette année. Donc, et avec sans doute une assez grande hétérogénéité entre les pays. Donc, on n'a pas, quand on parle de l'économie post-Covid, on parle plutôt de l'économie qui commence en 2022. On parle de 2021, ce n'est pas encore de l'économie post-Covid. En tout cas, une grande partie de 2021 va encore être dominée par ce que j'avais appelé dans un article dans Le Monde le stop-and-go sanitaire, c'est-à-dire des périodes où on peut alléger les règles sanitaires et où l'économie repart, et des périodes où on renforce les règles sanitaires et où l'économie à nouveau replonge. Et nous ne sommes pas sortis de cela. Regardez ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, et qui se passera probablement aussi dans quelques semaines en France. Et ce qui est, même dans quelques pays d'Asie, comme le Japon ou la Corée, il y a à nouveau un refermement de l'économie. Donc on n'est pas dans le post-Covid, on sera dans le post-Covid au mieux à nouveau à partir de l'automne de 2021. Alors, quand on sera dans le post-Covid, je crois que c'est notre travail comme économiste d'essayer d'imaginer cette économie. Je vais d'abord répondre à votre question, qui est plus sur l'Europe et moins sur les États-Unis ou les pays émergents. L'Europe ne refera pas les erreurs de politique économique qu'elle a faites après la crise des subprimes. Ces erreurs, on les connaît, c'est le refus d'une politique monétaire expansionniste jusqu'en fait à l'arrivée de Mario Draghi et même après, et puis la volonté de revenir très vite à l'orthodoxie budgétaire
avec un resserrement très rapide des déficits publics à partir de 2010. Et tout ceci fabrique la crise de la zone euro, la crise des pays périphériques entre 2010 et 2014, avec la Grèce, mais aussi tous les autres, très forte hausse des taux d'intérêt, retour en récession pour ces pays. Donc nous n'aurons pas cela. Aujourd'hui, nous avons une situation où aussi bien l'Europe que les pays que la BCE n'autoriseraient pas qu'il y ait une crise des pays périphériques. D'ailleurs, on pense même que c'est devenu finalement l'objectif de la politique monétaire, qui est de stabiliser les situations des pays périphériques et d'empêcher la hausse de leur taux d'intérêt. Et puis, on voit bien que la politique budgétaire va rester très longtemps expansionniste, elle va changer de nature. Aujourd'hui, on a une politique budgétaire qui est complètement défensive. On dépense beaucoup d'argent public pour soutenir les secteurs en difficulté, pour financer le chômage partiel, pour faire des prêts aux entreprises avec les garanties des États. Et progressivement, on va passer à une politique budgétaire qui sera beaucoup plus agressive, où on va investir dans les nouvelles industries, dans la transition énergétique, dans l'éducation. Mais les déficits publics vont rester extrêmement importants. Pour la zone euro, cette année, on a un déficit public qui est de l'ordre de 10% du PIB. L'année dernière, en 2020. 2021, ça va probablement être autour de 8, et 2022, 2023, peut-être 6 ou 7%. Donc voilà, donc nous n'aurons pas de crise de la zone euro. C'est quelque chose d'ailleurs que les marchés financiers ont parfaitement compris. L'euro s'apprécie, les taux d'intérêt sont très bas. L'Espagne et le Portugal s'endettent à 0%. L'Italie s'endette à 50 points de base. Enfin, voilà. Donc cette rechute de l'Europe qui avait eu lieu en 2010 n'aura pas lieu cette fois-ci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire de l'économie post-Covid plus globalement et pas simplement avec une perspective européenne? Je crois que d'une façon globale, il y a une chose que nous savons, et il y a quand même plein de choses que nous ne savons pas. La chose que nous savons, c'est qu'il y aura une très forte hétérogénéité entre les secteurs et les industries. On voit aujourd'hui tout ce qui est technologie, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est services aux personnes âgées, sécurité, tout ce qui est consommation en ligne, e-commerce, tout ça est en forte croissance. Et puis la distribution traditionnelle, l'aéronautique, le transport aérien, le tourisme, les hôtels, les restaurants, la culture sont en grande difficulté. Il restera une très forte hétérogénéité entre les secteurs. Cette hétérogénéité entre les secteurs, elle fabrique une hétérogénéité très forte entre les pays. Un pays, je prends en Europe, probablement le cas le pire, c'est l'Espagne. L'Espagne a une très forte partie de son économie qui est liée au tourisme, qui est liée à la construction automobile, qui est liée à la distribution, et donc souffre plus que des pays d'Europe du Nord qui n'ont pas de tourisme et qui ont une économie plus technologique. Donc, et ceci est aussi vrai dans les pays émergents. Les pays d'Asie se portent beaucoup mieux que les pays d'Amérique latine. Donc, on a une très forte hétérogénéité entre les pays. Et puis, bien sûr, on a une très forte hétérogénéité entre les personnes, suivant leur secteur, suivant leur statut sur le marché du travail. Il y a le problème des jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail. Il y a le problème des personnes avec des contrats de travail courts, des intérimaires, des intermittents, etc. Donc, je crois que cette crise a cette particularité de fabriquer de l'hétérogénéité, et cette hétérogénéité, elle peut être cause de très très fortes tensions. Elle peut être cause de très fortes tensions internationales, avec des pays dont l'économie va très mal. Pensez à l'Argentine, par exemple. Mais en Europe, à nouveau l'Espagne. Elle peut être cause de tensions très compliquées à l'intérieur des pays, puisqu'il y a des groupes de personnes qui vont bien et des groupes de personnes qui vont très mal. Et les politiques économiques sont compliquées parce qu'on ne sait pas bien traiter ça. On sait bien faire des politiques macroéconomiques, mais des politiques qui soient beaucoup plus microéconomiques et qui ciblent les personnes en difficulté, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça pose des problèmes dans les politiques de soutien des revenus, des politiques de lutte contre les inégalités et la pauvreté qui seront, et c'est une des choses que j'explique avec Olivier Pastré dans le livre, c'est qu'il va falloir revisiter complètement les politiques sociales pour qu'elles prennent en compte cette hétérogénéité. Alors, pour finir et pour ne pas être trop long, je voudrais dire quelque chose sur ce que nous ne savons peut-être pas encore complètement. Premièrement, j'ai dit qu'il y avait des secteurs d'activité qui étaient affaiblis. Il y en a certains dont on ne sait pas s'ils vont se normaliser dans le futur ou pas.
Prenez le transport aérien. Est-ce que le transport aérien revient à la normale ou pas? En Europe ou aux États-Unis, en général, la réponse est non, hein, qu'il y aura une faiblesse durable de cette industrie. Mais quand vous regardez l'Asie, vous voyez qu'il y a déjà une complète normalisation du transport aérien. Est-ce que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture reviennent à la normale? Ou est-ce qu'ils restent durablement affaiblis? Honnêtement, on n'en sait rien. Est-ce qu'on va recommencer à se comporter de la même manière qu'avant la crise ou pas? Donc, il y a une grosse incertitude. Et ceci est important pour les politiques publiques parce que si vous ne savez pas si un secteur d'activité va se normaliser ou pas, la seule politique que vous pouvez utiliser, c'est d'ailleurs celle qu'utilisent les gouvernements, c'est de soutenir tout le monde. Vous ne pouvez pas décider aujourd'hui que les restaurants qu'une partie des restaurants va disparaître. Vous êtes obligé de soutenir tous les restaurants. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent public, mais comme vous ne savez pas si dans 6 mois ou 1 an, les choses ne seront pas normalisées, vous êtes obligé d'avoir cette politique globale où vous soutenez toutes les entreprises dans toutes les industries à cause de cette incertitude. Évidemment, c'est une question qui est beaucoup discutée avec les gouvernements. Et en particulier, moi je discute ça avec le gouvernement français, hein, on a tout à fait soutenu l'idée qu'il ne fallait pas, dès aujourd'hui, faire semblant de savoir quelles industries devraient finalement licencier ou quelles industries devraient retrouver toute leur activité. Il fallait faire comme si tout le monde allait redevenir normal et soutenir tout le monde. Alors évidemment, c'est très coûteux, mais c'est la seule politique qu'on peut mener à court terme. La deuxième incertitude, c'est un débat qui est assez intéressant. Il y a des économistes qui prétendent que cette crise va accélérer la croissance mondiale parce que ça serait une crise de nature schumpeterienne. Mon ami Daniel Cohen a écrit un livre où il dit que c'est une crise qui fabrique du capitalisme digital et que le capitalisme digital va être plus efficace que le capitalisme d'avant. Donc, on va avoir plus de productivité, plus de croissance grâce à cette crise. Alors, je n'y crois absolument pas. C'est une thèse qui est assez intéressante. Effectivement, tout ce qui est digital dans la consommation, le travail, ce que nous faisons là, hein, il y a 1 an, probablement, on aurait été dans un bar là, en train de faire ce petit déjeuner. Donc, évidemment, il y a un développement très important du digital. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette crise, détruit énormément de capital. Il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent, il y a beaucoup d'entreprises qui vont produire moins. On a très peu d'investissements. Et deuxièmement, que cette crise détruit du capital humain, puisqu'il y a énormément de personnes qui vont devoir changer de métier. Dans un pays comme la France, on peut calculer que 1 million de personnes vont devoir changer de profession, hein, parce que le secteur dans lequel ils travaillent va être durablement affaibli et que d'autres secteurs embauchent. Et ça crée une grosse destruction de capital humain, de compétences, qui n'est pas bonne pour la croissance. D'ailleurs, on observe en regardant le passé que toutes les crises, toutes les grandes récessions ont toujours détruit de la croissance de long terme. La crise des subprimes avait détruit dans l'OCDE globalement à peu près 1 point de croissance de long terme. Et dernier point sur lequel je voulais finir cette introduction, c'est la question des effets des politiques monétaires très expansionnistes. Évidemment, à court terme, il n'y avait pas le choix. Donc, tous les pays, et pas seulement dans l'OCDE, aussi beaucoup de pays émergents, ont mis en place des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes. Et pour que ce soit possible, ces politiques budgétaires ont été associées à des politiques monétaires ultra-expansionnistes. Les économistes parlent de monétisation des dettes publiques. En réalité, les déficits publics ont été financés par la création de monnaie, puisque les dettes publiques émises ont été immédiatement rachetées par les banques centrales. Et dans les économies contemporaines, alors je trouve d'ailleurs qu'on ne s'interroge pas assez dans le débat public sur les effets de cette énorme création monétaire. La monnaie créée par les banques centrales, en 2020 dans l'OCDE, a augmenté de 75%. Donc quand vous augmentez de 75% la quantité de monnaie, il se passe forcément beaucoup de choses. Et dans les économies contemporaines, ce qui se passe, ce n'est plus de l'inflation au sens habituel, c'est l'inflation des prix des actifs. Donc, ce qu'on a commencé à voir et qui va continuer, c'est la hausse des cours boursiers, c'est la hausse des prix de l'immobilier, c'est la hausse de la valeur des entreprises. Et donc, on va avoir un très grand enrichissement patrimonial de ceux qui détiennent des patrimoines, que ce soit des patrimoines d'entreprise, des patrimoines en actions, des patrimoines immobiliers. Et ceci va poser un énorme problème de politique aux États, puisque vous allez avoir en même temps
des très nombreuses personnes en difficulté qui devront se changer de métier, apprendre un nouveau métier, se former, un taux de chômage qui va rester durablement élevé, et en même temps un énorme enrichissement de ceux qui ont des patrimoines et qui vont profiter de la hausse des prix des actifs, qui est due pas à leur effort personnel, mais qui est due à la politique monétaire expansionniste. Et je pense que ceci va créer une très grande tension politique. Il y aura, qui est déjà présente, il y a énormément de commentaires sur l'incroyable enrichissement par exemple des actionnaires des sociétés technologiques dans un moment où le taux de chômage a énormément augmenté. Donc je crois à une très forte tension sociale, et je crois qu'il va falloir que les États répondent à cette très forte tension sociale par des politiques innovantes qu'on suggère dans le livre avec Olivier Pastré, par exemple des politiques de revenus universels pour les personnes les plus fragiles, des politiques de réforme de la formation et de l'éducation. Dans un pays comme la France, c'est particulièrement sensible, parce que comme vous avez peut-être vu avec la récente enquête qui s'appelle TIMSS sur le niveau en sciences des enfants, la France est catastrophique du point de vue de la performance de son système éducatif, mais ceci est plus général. Donc voilà. Donc je pense que nous sous-estimons aujourd'hui la tension politique qui va venir et on n'est qu'au début de cette très forte progression des indices boursiers, des prix de l'immobilier, de la valorisation des entreprises dans les acquisitions, dans les LBO, donc de cette dynamique de très grand enrichissement patrimonial qui va durer plusieurs années et qui va énormément choquer les opinions. Et je pense que ceci va imposer aux États des politiques innovantes de redistribution, de soutien des plus faibles. Sinon, ils auront des crises économiques, ils auront des crises sociales à répétition à confronter. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop long. Ça vous donne un overview assez rapide de ce qu'on a essayé de décrire avec Olivier Pastré dans ce livre. Voilà, moi je vais poursuivre avec une prochaine question. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, L'économie post-Covid, vous dites que 2 scénarios sont envisageables. Le scénario d'une aggravation de la crise sanitaire, économique et sociale, faute de réponse adéquate, ou la maîtrise même imparfaite de la pandémie et la refondation de l'économie mondiale sur des bases plus saines et durables. Où se trouve actuellement plus généralement l'Europe et en particulier la France? De quel côté du cursus? Alors, je disais au début que la maîtrise de la pandémie, nous ne l'avons évidemment pas. D'autant plus que semblerait que les variants du virus soient plus dangereux, enfin en tout cas que la première version. Donc, comme je l'ai dit pour commencer, on est très loin d'avoir maîtrisé la pandémie. Vous savez qu'il y a un débat en France extrêmement intéressant sur la vaccination. Je crois que ça révèle profondément quelque chose qui est très important. Je parlais dans mon introduction de la situation du système éducatif français et de cette enquête sur le niveau en sciences des jeunes dans les différents pays. Je crois que cette crise révèle, en particulier en France, et même par rapport à tous les autres pays européens, sans parler du reste du monde ou des pays d'Asie, une déficience assez incroyable de l'État. Et dans ses missions les plus importantes, la santé, l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, va être dans le débat public de façon extrêmement importante. Alors, il y a un débat public de ce type en Allemagne, mais enfin, la performance éducative ou la performance sanitaire de l'Allemagne est nettement meilleure que celle de la France, mais même en Allemagne, il y a eu ce débat. Donc, je crois que cette crise est un révélateur supplémentaire de l'efficacité ou de l'inefficacité des États. On s'aperçoit aujourd'hui que les États d'Asie ou Israël sont beaucoup plus efficaces que les États européens et en particulier la France. Et puis, sur la suite, je crois que je l'ai dit aussi dans mon introduction, les politiques économiques usuelles ne vont pas suffire parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'hétérogénéité. Quand vous avez des secteurs économiques qui vont très bien et des secteurs économiques qui vont très mal, vous ne pouvez pas faire de macroéconomie. Quand vous baissez les impôts de toutes les entreprises, par exemple, c'est assez inefficace parce que vous baissez aussi les impôts des entreprises qui vont très bien. Et de même pour les personnes. Quand vous avez des personnes qui vont très bien et des personnes qui vont très mal, il faut faire des politiques sociales qui soient ciblées. Donc ceci nous oblige à réfléchir à nos systèmes sociaux et à s'apercevoir qu'ils ne couvrent pas les populations les plus fragiles.
Ce qui est quand même assez perturbant, c'est qu'en fait, les systèmes sociaux couvrent bien les populations les plus protégées, les salariés avec des contrats de travail à long terme dans des entreprises normales. Et ce sont les populations fragiles. Il y a en France des travaux très intéressants de statistiques qui ont été faits pour mesurer la perte de revenus en fonction de la situation professionnelle. Et on voit très bien, enfin ce qu'on imaginait, mais on l'observe effectivement, que c'est les jeunes, les personnes avec des contrats de travail à court terme, les personnes avec des contrats d'intérim, les petits commerçants, les petits indépendants qui souffrent beaucoup plus que les salariés normaux. Donc, on a la nécessité de refabriquer des systèmes sociaux qui s'occupent des plus fragiles et pas des moins fragiles, ce qui est le cas. C'est le cas partout, c'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas une spécificité européenne. Les 27 millions d'Américains qui n'ont pas de protection maladie ou ceux dont la protection maladie est seulement liée à leur contrat de travail et qui la perdent quand ils perdent leur emploi, sont beaucoup plus fragiles que les Américains mieux protégés. Donc, on a ce problème partout. Donc, voilà. Donc, pour répondre à votre question, je reviens à mon point du départ, il va falloir adapter nos politiques économiques. Et c'est vrai pour les politiques internationales, on en parle très peu, mais on a un problème. 70 pays ont dû demander un allègement de leur dette au FMI. Ce qui montre l'ampleur de la crise dans les pays émergents. 70 pays qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Et donc, on a une hétérogénéité massive et avec pour l'instant des politiques publiques et des politiques économiques qui ne savent pas traiter l'hétérogénéité. Vous savez que nous sommes dans une situation actuelle dans le monde où on a beaucoup d'hommes forts. Je parle de Vladimir Poutine, je parle évidemment Donald Trump qui est sur le départ, il y a même le populiste Boris Johnson en Grande-Bretagne, vous avez Erdogan en Turquie. Est-ce qu'on était déjà dans une situation avant l'arrivée du Covid, une espèce de repli sur soi, de nationalisme? Est-ce que cette situation ne s'est pas empirée depuis l'arrivée du Covid-19? Pas vraiment. Regardez que c'est pendant le Covid que les 15 pays d'Asie ont signé le RCEP, l'accord de libre-échange en Asie. Et regardez ce qui se passe en Europe. On critique souvent l'Europe, mais là, les critiques de l'Europe sont beaucoup plus compliquées à faire. Je trouve que la Commission européenne en particulier a été extraordinairement réactive pour d'abord maintenir la circulation des biens, et puis ensuite, pour fabriquer le plan de relance, tout ça n'était pas facile, mais c'est la première fois en Europe. On a SURE, vous savez qu'il y a un programme de financement européen du chômage. Ça fait 20 ans que les économistes demandent que l'Europe finance de façon collective le chômage, et ça y est, on l'a. On a le plan de relance dont, pour l'instant, qui va couvrir 2 ou 3 ans, mais il est extrêmement probable qu'il va être rendu permanent. Donc, on va avoir un budget d'investissement permanent européen. Et c'est assez probable. Et voilà, donc on a quand même en Europe, je trouve, il y a eu des réponses individualistes. Bon, le traitement sanitaire est totalement individualiste. Chaque pays prend ses mesures indépendamment des autres. Mais le traitement économique a été beaucoup plus collectif et beaucoup plus solidaire en Europe cette fois-ci qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, rappelez-vous, l'évolution de la position de l'Allemagne, par exemple, est impressionnante. Il y a 10 ans, l'Allemagne avait exigé le retour à l'austérité budgétaire dans tous les pays. Et rappelez-vous de la crise grecque. Aujourd'hui, l'Allemagne a signé et participe à toutes sortes d'avancées. Il y a des politiques industrielles européennes dans l'hydrogène, dans la batterie électrique. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un... Et puis, les pays à dirigeants populistes, on va voir ce qui se passe, parce que ce sont les pays où la maladie a été la pire. États-Unis, Brésil, Russie, c'est sans doute là que le nombre de morts et les désordres créés par la maladie sont les plus grands. Donc, ce n'est pas sûr que les dirigeants populistes s'en tirent aussi bien que ça lorsque les populations feront le bilan de la crise. Grégory ? Il y a une question d'un de nos participants, c'est comment est-ce que la France pourrait-elle rembourser sa dette? Et moi, je devrais ajouter à ça, à quel moment est-ce qu'on devrait s'inquiéter de la dette? Vous avez parlé déjà de l'inflation, des asset inflation, mais est-ce qu'on peut revoir un retour de l'inflation tout simple?
Alors, c'est une question importante. Je suis content que vous la posiez parce que ce débat est souvent très mal posé. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de dette. On a beaucoup parlé de la dette Covid. Mais il faut comprendre que tous les pays de l'OCDE, et même au-delà, en 2020-2021, financent des déficits publics par des émissions de dette, mais que ces dettes sont entièrement achetées par les banques centrales qui payent en créant de la monnaie. Donc en réalité, ce que nous faisons, c'est de financer les déficits publics par la création de monnaie, et pas par la dette. Les banques centrales, une dette détenue par la Banque centrale, ça n'existe pas. La Banque centrale, c'est l'État, elle appartient à l'État et elle rend ses profits à l'État. Donc quand la Banque centrale détient de la dette publique, c'est l'État s'est prêté à lui-même. Et donc en réalité, il n'y a pas de problème de dette. Si vous prenez le cas de la France, à la fin de 2020, la dette publique, c'est 120% du PIB, mais 31 points de PIB, c'est la dette détenue par la Banque de France. Donc la dette publique de la France, la vraie, celle qui doit être détenue par des investisseurs, celle qu'il faut convaincre les marchés financiers de détenir, c'est 89% du PIB à la fin du mois de décembre, et c'est le même chiffre qu'en 2012. Donc la problématique n'est pas une problématique de dette. Il y a un débat très, très, très bizarre qui a commencé sur la dette. Certains économistes ont suggéré d'annuler la dette, mais la dette détenue par la Banque centrale, à nouveau, elle est annulée. Elle ne coûte rien aux États. Ce n'est pas une question de taux d'intérêt zéro. Si la France avait un taux d'intérêt de 10%, la dette détenue par la Banque de France est quand même gratuite, puisque l'État français verserait des intérêts à la Banque de France, que la Banque de France rendrait à l'État français en lui rendant ses profits. Donc, quels que soient les taux d'intérêt, la dette publique détenue par la Banque centrale est gratuite. Et elle ne pèse absolument pas sur les comptes publics. Donc, on n'a pas de dette. Et donc, la bonne analyse à faire, je crois que c'est celle que je faisais avant, c'est-à-dire ce que nous devons nous demander, c'est qu'est-ce qui se passe quand on augmente de façon gigantesque la quantité de monnaie. Alors, là, je viens à votre deuxième question. Depuis 30 ans, il n'y a plus aucune corrélation entre la quantité de monnaie et l'inflation au sens habituel. Le cas le plus extraordinaire, c'est le Japon. Le Japon, la politique économique que nous faisons aujourd'hui, le Japon l'a fait depuis 1997 et la grande crise bancaire au Japon. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'au Japon, il y a une énorme création monétaire, des taux d'intérêt à zéro. Et l'inflation, sauf quand ils font la bizarre chose d'augmenter la TVA, l'inflation est de zéro. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la corrélation, elle est entre la création monétaire et ce que vous disiez, et asset inflation, l'inflation des prix des actifs. Pourquoi ? Parce que le comportement, c'est un comportement d'investisseur. Quand la Banque centrale crée de la monnaie, cette monnaie, elle ne sert pas à acheter des biens, elle sert à être investie en actions, en immobilier. Les Français, par exemple, ont à la fin de l'année 2020 130 milliards d'euros d'épargne supplémentaire accumulée en dépôt bancaire. C'est les revenus qu'ils n'ont pas pu consommer à cause du lockdown. Cette épargne, ils ne vont pas la consommer. Ils vont la réinvestir dans différents actifs immobiliers, financiers, et donc on va avoir, et ça a commencé, donc on va avoir des hausses de prix d'actifs. Donc le vrai sujet, c'est asset inflation. Et les problèmes politiques que j'évoquais, que ça va créer, c'est-à-dire, il faut comprendre que asset inflation, c'est une taxe sur les jeunes. Les jeunes doivent épargner quand ils seront retraités et doivent acheter des logements. Donc, quand vous avez une hausse forte des prix des actifs, vous taxez les jeunes. Et en fait, il faut comprendre que la politique économique consiste à taxer les jeunes pour resolvabiliser, pour rendre solvables les États. C'est une politique assez bizarre, mais c'est exactement ce que nous faisons. OK, je reprends la prochaine question. Vous parlez dans votre livre de ces 8 ruptures dont vous dites qu'ils sont essentielles pour remettre en état l'économie mondiale: revenu universel de base, transition écologique, décentralisation, syndicalisme. Quel pays, jusqu'à aujourd'hui, donne l'exemple? Pour l'instant, personne, parce que c'est quand même un peu tôt.
Ce qu'on a fait, c'est des mesures. Puis, ils sont susceptibles de donner l'exemple, disons, mettons. Bon, on va voir ce que fera Joe Biden aux États-Unis, parce qu'il y a quand même un programme d'amélioration de la protection de santé, de gratuité de certaines formes d'éducation, de hausse du salaire minimum. Mais on n'a pas encore Pour l'instant, on est dans des mesures d'urgence. Hein, quand on distribue de l'argent aux ménages ou quand on aide les entreprises, on évite une catastrophe économique. Non, je ne vois pas de pays qui est beaucoup avancé. Il y a des réflexions dans beaucoup de pays. En France, il s'est fait des petites choses. Hein. Par exemple, on a mis en place un programme que je trouve assez intelligent, qui est une aide financière assez importante aux entreprises qui embauchent des jeunes, hein, sous différentes formes. Ça, c'est relativement intelligent puisque vous créez une incitation. Le résultat est assez efficace puisque, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, l'économie française a créé autant d'emplois pour les jeunes en 2020 qu'en 2019, ce qui n'était pas évident a priori et qui est évidemment lié à ces très fortes aides publiques, hein, pour l'embauche des jeunes. Voilà, mais je crois qu'après, sortant de ces mesures d'urgence, il faut à nouveau réfléchir à un fonctionnement routinier. Alors, on a parlé du syndicalisme. Alors là, il n'y a aucun pays qui donne l'exemple, sauf peut-être l'Allemagne. Parce que je crois que cette crise va montrer qu'il faut négocier beaucoup plus de choses au niveau de l'entreprise. Il faut décentraliser beaucoup plus les décisions économiques. On peut pas, il y a trop de différences entre les situations d'entreprise. Donc, l'État ne peut pas décider ce qu'il faut faire sur les salaires, sur la durée du travail, etc. Il faut que beaucoup plus de décisions puissent être prises au niveau de l'entreprise. C'est quelque chose qui avait commencé en France, mais que nous proposons de continuer et qui est très actif en Allemagne. Hein. Donc, et pour cela, il faut un syndicalisme d'entreprise extrêmement actif. C'est pour ça que nous, avec Olivier Pestret, nous proposons finalement une très forte aide publique à la syndicalisation pour qu'il y ait des syndicats représentatifs dans beaucoup plus d'entreprises et qu'il puisse y avoir des négociations en entreprise beaucoup plus actives. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et là, on peut dire qu'il y a un exemple allemand, hein, que les Français peuvent sans doute suivre. Et puis, il y a des questions financières dont je n'ai pas parlé. Une question qui est très importante aussi, c'est la façon dont on finance les économies. La question qui est posée, c'est le financement en capital, hein, c'est le financement en fonds propres des entreprises. Et là, évidemment, les choses sont beaucoup plus faciles aux États-Unis qu'en Europe. Hein, en Europe, on a une pratique du financement en crédit des entreprises, en crédit bancaire. Et on a des entreprises qui, après cette crise, ont des bilans qui sont déséquilibrés avec beaucoup trop d'endettement. Et donc, il va falloir remettre des fonds propres et du capital dans les bilans des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué en Europe à cause de l'incroyable aversion pour le risque des épargnants. Vous avez des épargnants qui préfèrent les formes d'épargne absolument sans risque et qui n'ont pas très envie d'investir leur épargne en capital d'entreprise, qui est très différent de la situation américaine. Donc voilà, donc il y a sur la négociation d'entreprise, je crois qu'on peut regarder l'exemple allemand, et sur le financement des entreprises, je crois qu'il faut regarder l'exemple américain. Je crois que Gregory a une question sur le Bitcoin. Oui, je vais relayer une autre question de nos participants. Alors, quelqu'un pose une question très intéressante. Est-ce que cet essor de Bitcoin que l'on a vu ces dernières semaines et mois, est-ce que ça reflète une perte de crédibilité de nos monnaies? Oui, alors j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, c'est très fascinant. Je suis très étonné quand vous lisez la communication des banques centrales qu'il n'y a pas beaucoup de débats sur cette question de la confiance dans la monnaie. À nouveau, les pays de l'OCDE ont augmenté de 75% en 2020 la quantité de monnaie. Quand vous augmentez de 75% l'offre de monnaie, vous êtes en plein d'ailleurs dans la critique des fondateurs, hein, des cryptocurrencies, hein, en disant les États ne gèrent pas bien les monnaies. Hein, ils gèrent les monnaies de façon irresponsable.
Et donc, il faut des monnaies privées. Alors, c'est des vieilles théories. Hein. Il y a un truc, vous connaissez tous, le Scottish Banking, hein, où on n'avait plus de monnaie publique, on n'avait que des monnaies privées. Et, donc, ce qu'on voit ressortir aujourd'hui, c'est l'idée donc, de cette mauvaise gestion monétaire des États qui augmente beaucoup trop l'offre de monnaie, la quantité de monnaie. Et alors, quelles sont les mesures qu'on a de la perte de confiance dans la monnaie? C'est la recherche d'actifs, d'abord de recherche d'actifs réels. Donc la hausse des prix de l'immobilier, hein, c'est un indice en général assez fort, hein, de la perte de confiance dans la monnaie. Et puis, il y a la recherche d'actifs alternatifs. Alors d'habitude, c'était l'or. Une surprise qu'on peut avoir, c'est que dans cette crise-ci, on ne voit pas une forte progression du prix de l'or. En tout cas, elle s'est arrêtée. Et par contre, on voit une très très forte progression des prix des cryptocurrencies, hein, Bitcoin, de l'Ether, etc. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est un reflet de ce qu'une partie des populations essaie de se débarrasser des monnaies officielles dont elles jugent qu'elles sont mal gérées pour acheter des monnaies alternatives. Alors le problème, c'est que ça ne marchera pas. Parce que le principe des cryptocurrencies et du Bitcoin en particulier, c'est que l'offre est complètement exogène. Hein, vous savez qu'au maximum, il y aura 21 millions de Bitcoin. On est à 18 millions et demi. Ça devient extrêmement compliqué et cher de fabriquer de nouveaux Bitcoins. Hein, le mining devient très compliqué. Et donc, vous avez une quantité à peu près fixe de Bitcoin. Et puis, il y a des gens qui veulent diversifier leur portefeuille, qui veulent se débarrasser des euros, des dollars, des yens, etc., ou des renminbi, et qui achètent du Bitcoin. Et tout l'ajustement se fait par les prix. Donc, je vous propose un petit calcul. La masse monétaire du monde, c'est 120 000 milliards de dollars. Et la capitalisation du Bitcoin aujourd'hui, c'est 600 milliards de dollars. Donc, si 1% de la monnaie du monde servait aujourd'hui à acheter des bitcoins, donc il y a 1% des gens qui décident les humains décident de mettre 1% de leur richesse en bitcoin, ça serait 1200 milliards de dollars d'achat de bitcoin et le prix du bitcoin triplerait, donc on irait à 100 000 dollars. Et il y a une telle volatilité du prix que finalement, ça ne peut pas servir d'actif refuge. Hein, il y a trop de volatilité du prix. Donc je pense que oui, c'est un reflet d'un début de perte de confiance dans la monnaie, dans les monnaies publiques officielles, mais deux, que ce n'est pas la bonne solution et qu'un actif financier ne peut pas se développer quand il a une trop grande volatilité de son prix, et la volatilité des prix des crypto-monnaies est beaucoup trop élevée. Philippe, tu as une question? Oui, j'ai une question d'un de nos participants qui celle-ci. Lorsque la pandémie passera, les choses seront différentes. Le problème est que les dirigeants publics et privés continuent de penser selon les schémas du passé. Est-ce que nous sommes confrontés à un scénario de changement qui inclut la nécessité de débarrasser la table des politiciens et planificateurs traditionnels pour être en mesure de faire face aux défis d'une nouvelle économie? Je ne sais pas s'il y a vraiment une nouvelle économie, parce que ce qu'on voit, alors je vais dire une banalité, parce que 30 000 personnes l'ont dit avant aujourd'hui, mais ce qu'on voit, c'est surtout une accélération de tendances qui étaient présentes. Alors, on accélère la transition énergétique, on accélère la digitalisation de l'économie. En Europe, hein, à peu près 10% de la consommation était faite online avant la crise, et ça sera probablement 20% après la crise, mais c'est déjà 30% en Chine. Et la consommation en ligne, ça existait avant la crise. Hein. Le working from home, hein, ça existait avant la crise. Ça concernait un peu moins de 10% des salariés. Ça va sans doute concerner 20% des salariés. Mais enfin, toutes ces tendances sont des tendances qui existaient et qui sont accélérées. Je crois que la question que ça pose, c'est plutôt la question de la gestion des risques. C'est-à-dire, est-ce que les organisations sont capables de gérer les risques? Moi, je pense que le monde de l'entreprise est assez capable de gérer les risques. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, hein, il y a des gens dont c'est le métier d'analyser les risques. Hein. On parle de cartographie des risques, hein, dans les entreprises. Les entreprises se demandent toutes à chaque instant qu'est-ce qui les menace.
à la concurrence, des crises économiques, à la cybersécurité. Enfin, et c'est une stratégie, c'est une pratique maintenant extrêmement courante. Et il y a beaucoup de gens en entreprise dont c'est le métier de faire de l'analyse des risques et de construire les scénarios de réaction à des risques. Donc, je pense que le monde de l'entreprise est capable de gérer des changements extrêmement brutaux d'environnement. D'ailleurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des entreprises qui changent de business model en quelques semaines en réponse à la crise. Regardez les loueurs d'automobiles, c'est un secteur assez intéressant, qui s'aperçoivent que finalement, il va falloir qu'ils changent complètement de métier, qu'ils deviennent des prestataires de services de transport, enfin, et ils le font en quelques mois. Et donc, la vraie question qui est posée, c'est la gestion des risques dans les institutions publiques, dans les États. Est-ce que les États n'ont absolument pas de cartographie des risques ou de capacité à anticiper les risques? Et bon, certains États le font mieux que d'autres, mais la plupart des États le font mal. Donc, je crois qu'il faut que les États, alors, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas du tout de la planification, c'est l'inverse de la planification. C'est la capacité à changer son plan, son budget, son business model très rapidement, quoi. Et je pense que les entreprises l'ont. Regardez, dans l'introduction, vous avez dit que j'étais administrateur de Total. Regardez ce qui se passe dans le monde de oil and gas. La moitié maintenant des compagnies de oil and gas se présentent comme des compagnies d'électricité verte. Alors, ce n'est pas encore vrai, mais ça va le devenir. Et elles ont en un an pratiquement totalement changé leur business model, leur stratégie de développement à long terme, leurs investissements, leurs embauches. Voilà. Les États sont incapables de faire ça. Et donc, je crois il faut que les États se dotent d'une organisation comme celle des entreprises, de capacité d'adaptation extrêmement rapide à des situations imprévues. Moi, je crois que les entreprises ont cette capacité. Alors après, il y a d'autres sujets dans le capitalisme qui poseront problème, hein. Je parlais tout à l'heure des inégalités patrimoniales. La question va se poser dans beaucoup d'entreprises, hein. Les entreprises vont générer un énorme enrichissement de leurs actionnaires avec la hausse des cours boursiers. Et comment est-ce qu'elles gèrent ça vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis du monde extérieur, et donc, quelle contribution les entreprises peuvent donner à la réduction des inégalités, à la lutte contre la pauvreté? Cette question va se poser. Mais la question de la réactivité, je pense que beaucoup d'entreprises ont montré une capacité incroyable de réactivité, et pas les États. J'ai un ami journaliste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Marc Vittori, qui travaille aux Échos, qui a fait un article hier en expliquant que l'État français, si ça avait été 1914, aurait refusé que les taxis aillent sur le champ de bataille sur la Marne parce qu'ils ne vérifiaient pas les normes automobiles convenables. Donc, on a des États qui ne sont pas capables d'ajuster leurs normes, leurs organisations, leurs process et leurs perspectives à une situation nouvelle. Et ça, c'est un vrai problème. Et comment vous réagissez à la réaction de la France face à cette crise? Alors, je pense que le ministère des Finances a fait assez bien son travail. Aussi bien dans le domaine du défensif, il y a eu très rapidement beaucoup d'aides aux entreprises en difficulté, des aides aux commerçants, des aides aux artisans, du chômage partiel. Il y a 30% en ce moment de faillites en France de moins qu'avant la crise. Tellement il y a d'aides. Taux de chômage a augmenté, mais assez peu. Le revenu, le PIB de la France a baissé de 9% en 2020. Le pouvoir d'achat des Français a baissé de 1%. Donc, voilà. Et puis, le plan de relance français, alors qui est d'ailleurs très imbriqué au plan de relance européen, au moins sur le papier, on verra ensuite la réalisation, est assez intelligent, parce qu'il y a des investissements dans les... On essaie, je crois que c'est dans un pays comme la France, c'est totalement sans espoir de relocaliser les industries délocalisées. Ça ne marchera pas. Une industrie délocalisée, elle reste délocalisée. Et puis, la France est un pays trop cher, ou l'Europe globalement, pour qu'on relocalise. Et donc, il ne faut pas mettre d'argent public sur les relocalisations, sauf dans un tout petit nombre d'industries stratégiques. On peut considérer qu'on peut relocaliser une partie des batteries électriques et une partie des médicaments. Mais c'est de la microéconomie. La relocalisation de l'industrie, ça n'a pas de sens. C'est du blabla démagogue. En réalité, il faut mettre de l'argent public sur les industries d'après.
Et c'est quand même ce qu'essaie de faire le plan de relance, hein, avec le matériel pour la transition énergétique, avec l'intelligence artificielle, etc., et l'hydrogène. Donc voilà, je pense que le ministère des Finances a fait assez bien son travail. Et je pense que le reste de l'administration française a été très déficiente, en particulier l'administration de la santé, mais tout le monde le sait, hein. Donc on a, voilà, mais je pense que ce qui a été fait en termes de politique économique est relativement efficace, hein. Mais il n'y a pas qu'en France, hein, je veux dire, c'est vrai dans la plupart des pays de l'OCDE, hein. Les politiques sont assez semblables finalement dans les différents pays. Aux États-Unis, on est allé trop loin. Enfin, je veux dire, le déficit public américain, il a été trop élevé. Enfin, le pouvoir d'achat des ménages américains a augmenté plus que s'il n'y avait pas eu la crise. Ce n'est pas, honnêtement, pas complètement nécessaire. Donc les États-Unis ont poussé trop loin le soutien de l'économie, mais enfin voilà. Je trouve que les ministères des Finances, assez globalement, ont été assez efficaces dans cette crise dans les pays de l'OCDE. Et on ne peut pas dire la même chose, sans doute, du reste de l'appareil d'État. Une chose qui m'intéresse, si je peux parler, c'est que on a parlé beaucoup du fait que l'Union européenne était un peu absente au début de la crise. Mais est-ce que cette crise, c'est quoi la leçon? Est-ce qu'on devrait faire des choses au niveau européen ou est-ce que c'était mieux de laisser chaque pays à prendre les mesures qu'ils pensaient étaient mieux pour eux? L'Union européenne, elle a été très présente dès le début, mais elle n'a pas pu empêcher des politiques totalement unilatérales, en particulier sur la circulation des personnes, hein. Donc c'est vrai que les fermetures des frontières ou les mesures sanitaires n'ont pas du tout été coordonnées. La raison, c'est que la santé n'est pas une attribution de l'Europe, hein. La santé est une attribution des pays. Par contre, dans le domaine économique, il y a eu des réactions extrêmement rapides. D'abord, la circulation des biens, elle ne s'est pratiquement pas arrêtée. Enfin, elle a dû s'arrêter 3 jours, quoi, je dirais, hein. Donc, il y a eu très rapidement la reprise de la libre circulation des biens. Et puis, il y a eu très vite la suspension de toutes les règles budgétaires, hein, qui était faite dès le mois de mars, hein, la possibilité pour les États de faire ce qu'ils voulaient avec leur budget. La BCE, au bout d'une semaine, ouvre le PIPP, hein, le programme d'achat de dette publique, hein, ça met une semaine, quoi. Non, honnêtement, c'est très injuste, il me semble, de dire que l'Union européenne n'était pas présente dès le début. Elle a été très présente dès le début. Ce qui était un peu plus long à finaliser, c'est le plan de relance, hein, puisque vous savez qu'il y avait la question de la Hongrie et de la Pologne, hein, qui a fait perdre 2 mois, finalement, hein, sur la signature du plan de relance. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites très vite quand même, hein, des mesures de sauvegarde. Non, je trouve qu'au contraire, l'Union européenne a été extrêmement réactive dans cette crise. Vous dites dans votre livre, vous donnez des conseils aux dirigeants, votre livre qui s'appelle Économie post-Covid, dont un conseil que les dirigeants devraient surmonter leurs différences pour suivre ce que vous appelez le chemin de crête. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça veut dire, on le voit très bien en France avec ce qui se passe dans le domaine de la santé. Et à un certain moment, il faut savoir prendre des risques. C'est-à-dire qu'on a un paragraphe où on explique que l'application universelle du principe de précaution, finalement, a totalement arrêté l'action publique. Puisque aucun dirigeant, en vertu du principe de précaution, n'accepte de prendre de risques. Si on avait complètement... et alors ceci est quelque chose qui est absolument terrifiant parce que ça permet de tout arrêter. Donc ça permet d'interdire une implantation industrielle, parce qu'évidemment, une implantation industrielle, c'est un risque. Vous savez que c'est absolument... Parler à un industriel français, c'est vrai en Europe, mais c'est pire en France qu'ailleurs. Créer une implantation industrielle en France, c'est épouvantable. L'administration fait tout pour que vous n'y arriviez pas, hein. C'est dangereux, oui. Une usine, ça peut créer un accident. Donc, principe de précaution, donc pas d'industrie. Principe de précaution, pas de vaccin, etc. Donc, il faut sortir du principe de précaution et accepter la prise de risque, quoi. Et, on peut pas gouverner uniquement à partir du principe de précaution, quelque chose qui fait qu'on ne fait plus rien, quoi. Et malheureusement, l'administration, en particulier en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, probablement en Italie, est totalement tétanisée par le principe de précaution.
et par les risques juridiques d'ailleurs associés. L'idée qu'il vaut mieux ne rien faire parce que faire quelque chose, il peut toujours y avoir un petit incident. Donc il faut absolument sortir de ça. Et il faut être capable de travailler avec une approche scientifique du risque, ce qui est nouveau, ce que font les entreprises. Si les entreprises appliquaient le principe de précaution, elles fermeraient tout de suite. Enfin. Nous avons une dernière question. C'est que certaines prônent la décroissance plutôt que la croissance pour résoudre les crises à venir, comme c'est surtout les crises climatiques. Est-ce que c'est une solution pour vous ou non? Je n'y crois absolument pas. J'ai publié des calculs que j'ai faits sur la transition énergétique en Europe. Donc, je me place sur la trajectoire à 1,5 degré, donc la trajectoire la plus exigeante de l'accord de Paris. Et sur cette trajectoire à 1,5 degré, il faut donc la neutralité carbone nette en 2050. Et pour ça, compte tenu d'une petite capacité à capturer le carbone et à stocker le carbone, il faut réduire considérablement, évidemment, l'utilisation d'énergie fossile. Il faut multiplier considérablement la production d'énergie renouvelable. Eh bien, quand vous faites des calculs, si l'Europe est capable d'investir 1% de son PIB, 1%, l'Europe aujourd'hui investit 26% de son PIB globalement. Si l'Europe est capable d'investir 1% de son PIB dans la transition énergétique dans les 30 prochaines années, vous pouvez atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050 en faisant les investissements nécessaires dans la rénovation des bâtiments, dans l'investissement dans les énergies renouvelables, dans le stockage du carbone, dans le stockage de l'électricité avec l'hydrogène et l'électrolyse, sans absolument réduire la croissance du PIB, et même plutôt en l'augmentant, parce que vous allez remplacer des importations d'énergie fossile qui nous coûtent du revenu par de la production européenne d'énergie renouvelable qui fabrique de la valeur ajoutée en Europe. Donc, c'est absolument pas vrai qu'on a besoin de la décroissance pour respecter les accords de Paris. On peut respecter les accords de Paris probablement en augmentant un peu la croissance, mais à condition de consacrer 1% du PIB, ce qui est quand même pas énorme. C'est 1% d'investissement en plus des 26% qu'on fait déjà. Donc, c'est quand même pas une montagne d'investissement. Si on fait ça, on est capable de respecter l'accord de Paris sans perte de croissance, et même plutôt en gagnant un peu, avec simplement un problème, après, qui est un problème de redistribution, puisque les énergies vertes seront beaucoup plus chères que les énergies fossiles. Donc, nous aurons autant de revenus, mais un prix de l'énergie beaucoup plus élevé. Et ça, c'est un problème connu qu'il va falloir aider les catégories populaires, la working class, à se payer une énergie plus chère. Donc, il y a un problème redistributif, mais il n'y a pas de problème macroéconomique à réaliser la transition énergétique. Ça ne nécessite absolument pas d'arrêter la croissance. Une dernière question de ma part. Vous avez beaucoup parlé de cette durée de la pandémie en disant que nous n'aurions peut-être pas un retour vers la normale avant l'été 2021, voire la rentrée prochaine, au mois d'octobre. Combien de temps, à votre avis, faudra-t-il pour qu'on retrouve un semblant de normal économique, pour qu'on passe cette stade extrêmement dur? Il n'y a pas de comparaison, vous avez évoqué tout à l'heure, avec la crise de 2008-2009, mais est-ce qu'on va éventuellement remonter la pente et quelles industries vont les mieux sortir de cette situation? Vous avez un peu parlé de ça tout à l'heure, j'aimerais bien que vous terminez là-dessus. En Europe aujourd'hui, le consensus est une croissance européenne comprise entre 4 et 5%. Aux États-Unis, le consensus est une croissance d'à peu près 4%, un tout petit peu plus de 4%. Si on arrive à faire ça, on va retrouver au début de 2022 le niveau de produit intérieur brut d'avant la Covid. Ce qui veut dire qu'on on n'aura pas retrouvé le niveau de produit intérieur brut qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la Covid, parce que lui, il aurait continué à augmenter, mais on retrouvera le niveau de revenu du quatrième trimestre 2019. Mais ceci suppose qu'il n'y ait pas de rechute de la pandémie qui fabrique une rechute de l'économie. Et donc, le scénario plus inquiétant, c'est
C'est un peu ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, hein, c'est où on est obligé de refermer l'économie pendant plusieurs mois en 2021. Et donc, si vous faites, en Europe, si au lieu de faire entre 4 et 5%, vous faites seulement 2 et 3%, l'ordre de grandeur que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est que si on fait un lockdown pendant un mois, on perd 1 point de PIB sur l'année. C'est à peu près l'estimation. Donc, si on doit refaire 2 mois de lockdown en 2021, au lieu d'avoir 4 ou 5 de croissance en Europe, on aura 2 ou 3. Et aux États-Unis, au lieu d'avoir 4, on aura 2. Et à ce moment-là, il faut attendre le début de 2023 et pas de 2022 pour retrouver le niveau de GDP du 4e trimestre 2019. Et ça serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà. Et sur les secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a des secteurs dont on sait qu'ils seront affaiblis. C'est tout ce qui est distribution traditionnelle avec la consommation en ligne, tout ce qui est immobilier de bureau avec le télétravail, le work from home, sans doute le transport aérien et l'aéronautique, de très grandes difficultés dans l'automobile quand par rapport avec la Covid, c'est la transition énergétique. Il y a d'ailleurs une question qui est très intéressante et qui est posée dans plein d'industries, qui est est-ce que les acteurs de l'économie d'avant sont capables de s'ajuster aux nouvelles contraintes ou est-ce que les nouveaux arrivants, ce qu'on appelle les pure players, vont les remplacer? Par exemple, est-ce que c'est les constructeurs automobiles traditionnels, est-ce qu'ils arrivent à passer à la voiture électrique ou est-ce que ça sera que Tesla? Vous avez cette même question dans l'énergie. Est-ce que les oil and gas companies arriveront à devenir des producteurs d'électricité verte ou est-ce que c'est les pure players de l'électricité verte qui vont prendre le marché? Donc, il y a plein de questions ouvertes, mais voilà. Donc, ces secteurs-là vont être il y a des secteurs qui vont souffrir parce que leur chiffre d'affaires baisse, et il y a des secteurs qui doivent changer très fortement leur business model, comme dans le secteur énergétique ou dans l'automobile. Donc là, on le sait, quoi. Je veux dire. Après, il y a des points d'interrogation. Je veux dire, est-ce que les Européens, dans un an, recommencent à aller au restaurant, au cinéma et au théâtre autant qu'avant? J'en sais absolument rien. Est-ce que les gens qui ont regardé Netflix pendant 2 ans arrêtent de regarder Netflix pour retourner au théâtre? Personne n'en sait rien, honnêtement. Donc, il y a plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre. Est-ce qu'on reprend l'avion pour aller en week-end pendant 3 jours? Ou est-ce qu'on se dit c'est complètement idiot, ça émet du CO2, je ne vais pas faire ça, je vais faire du vélo en restant chez moi? Enfin, je ne sais pas du tout. Donc, il y a des ruptures de comportement dont on ne sait pas encore si elles auront lieu ou si on reviendra à la normale d'avant. Donc, il faut être assez modeste. Et c'est pour ça, je l'ai dit au début, que quand les gouvernements dans tous les pays ont choisi de soutenir toutes les entreprises, ils ont eu raison, parce que vous ne savez pas quelles entreprises vont disparaître et quelles entreprises vont redevenir à la normale. Et comme vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas les abandonner aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. On termine ainsi notre webinaire avec vous, Patrick Artus. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'économie post-Covid, que je recommande à tous ceux qui sont ici présents. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. C'était un grand plaisir de vous accueillir et j'espère qu'on en accueillir une prochaine fois. C'est très passionnant ce que vous nous avez raconté. Vraiment, on a appris intéressant. Merci beaucoup à tous.